Sunderlight Productions. All I have for you is a word. Nage droit devant toi, nage droit devant toi. Pourquoi refuse-t-elle d'être peinte? Ça va être très difficile. I love you, Joe. Tiens, c'est marrant, on me le dit souvent. I'm deadly serious. Harry Potter is dead! Vous voulez tout savoir de l'actualité du cinéma, les critiques, les infos exclusives et la possibilité de gagner plein de cadeaux? Vous êtes au bon endroit, bienvenue dans la saison 2 de Clapement 5. Je m'appelle Aurélien Rapatel et j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode de votre podcast cinéma préféré. Et on est très heureux en plus de vous retrouver en version filmée sur YouTube ou en version audio sur Apple Podcast, Spotify ou encore Deezer. Comme chaque mercredi, il est l'heure de la grande interview et aujourd'hui nous recevons un auteur, scénariste, réalisateur et acteur dont le film Entre les murs, qu'il a coécrit, dans lequel il joue, a remporté la Palme d'Or au Festival de Cannes en 2008, remise par Sean Penn d'ailleurs. Son nouveau film vient de sortir en salle, c'est un documentaire passionnant intitulé Autonome. On est très heureux de recevoir François Bégodeau. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'accueillir. Je vais te présenter les clappeurs qui t'accompagneront aujourd'hui. Tout d'abord, nous retrouvons notre clappeuse productrice qui est assez autonome pour se présenter toute seule. Il s'agit de... Bonjour, je m'appelle Elsa Morel. Très bien. Est avec elle notre clappeuse co-organisatrice de festival qui déborde de questions et notamment sur ce documentaire autonome. Il s'agit de Marion Durand. Salut. Et finalement, nous retrouvons un clapeur journaliste qui entre les murs écrit ses plus beaux mots. C'est Gabriel Thibault. Merci, bonjour. Tout le monde va bien, ça va? Ça va très bien et toi? Ça va très bien, merci. François, je vais commencer avec une traditionnelle question, mais qui est intéressante pour toi parce que tu as un parcours très éclectique. Tu as écrit notamment des romans. Et justement, comment t'es venue la volonté de passer au cinéma? Qu'est-ce qui t'a intéressé dans cette transition? En fait, je suis pas passé au cinéma, j'écris des livres depuis 20 ans et il m'arrive effectivement de faire d'aller mettre les pieds un peu dans le cinéma de mille manières. Je l'ai fait effectivement avec un film de Cantet, je l'ai fait au sein d'un collectif, ça s'appelle le collectif Auton, avec lequel on a fait plein de films. Là, j'ai fait 2 documentaires perso là depuis 3-4 ans. Par ailleurs, j'écris des scénarios, je coécris, je participe à des trucs. Donc pour moi, non, mon activité principale c'est l'écriture et le cinéma vient en complément comme ça, un petit peu comme on fait un sport le dimanche, quoi. Et comment ça arrivé justement cette première transition, ce premier passage entre l'écriture, et on comprend bien qu'effectivement l'écriture du scénario n'est pas si éloignée de l'écriture d'un roman ou d'une fiction, mais... Ouais, c'est quand même pas exactement pareil, mais bon, ça reste de l'écriture. Mais cela dit, non, moi à la rigueur, les premiers trucs que j'ai publiés en écrit, c'était des critiques de cinéma justement. J'ai écrit dans les cahiers du cinéma à la fin des années 90 et dans les années 2000. Donc j'ai toujours fait un peu de critique, y compris au magazine Transfuge. Donc voilà, ça c'est plutôt en fait entremêlé, quoi. C'est pas vraiment une bascule de l'un à l'autre. Ça dépend de mon humeur. Il y a des fois j'ai envie d'aller un peu bosser dans le cinéma, mais je préfère quand même largement faire des romans et des livres parce qu'on est plus tranquille. On n'a pas de compte à rendre à qui que ce soit. Ouais, ce qui est plus compliqué avec le cinéma. Voilà. Tu as écrit du coup un premier livre qui s'appelle Entre les murs. Un premier livre, non, c'est pas ton premier livre, mais tu as écrit un livre Entre les murs qui a été adapté au cinéma par Laurent Cantet, qui a été réalisé par Laurent Cantet, que tu as coécrit avec Laurent Cantet et avec Robin Campillo qu'on connaît pour maintenant 120 battements par minute. Comment est-ce qu'on t'a proposé cette adaptation? Ça se fait comme ça. Laurent Cantet a lu le livre Entre les murs. Très très vite, il a contacté Gallimard à l'époque, oui c'était déjà Gallimard, pour acheter les droits, faire le film. Et puis après, oui, où ça devient un tout petit peu plus étonnant, c'est il me demande de coécrire avec lui, ça pourquoi pas, et 2, il va me demander de jouer. Ça c'était ça qui avait de plus étonnant dans le truc, c'est que je me retrouvais à jouer le rôle qui avait été un peu le mien dans la vie d'ailleurs, parce que j'étais prof et c'est ce que je racontais dans ce livre. Donc voilà, là ça c'est vrai que c'était un dispositif assez inédit, je pense, quoi. Et t'as hésité à accepter de jouer Non, tu as... Non, parce que j'aime bien jouer, je l'avais fait avec mes potes dans le collectif, on aimait bien s'écrire des sketchs et tout ça. Non, ça me plaisait, puis c'était une expérience c'est toujours intéressant de faire un peu de cinéma pour mieux le comprendre. Et j'avais déjà quelques convictions sur ce que c'est que la direction d'acteur, et ce qui s'est passé sur ce tournage m'a confirmé largement des choses que je pensais déjà sur comment il faut diriger les acteurs et quel genre d'acteur il faut employer. Moi je suis très pro acteur amateur, moi par exemple. C'est ce qu'on voit tout à fait. Dans Entre les murs. Oui, par exemple, mais voilà, encore une fois, j'ai beaucoup travaillé avec des amateurs et les professionnels ont tendance, il y en a certains pour qui j'ai beaucoup d'admiration, certains acteurs ou actrices,
Globalement, mon rapport aux acteurs professionnels, c'est qu'ils m'emmerdent. Ouais. Je les trouve souvent vaniteux, démonstratifs, ostentatoires, ils prennent toute la place. Donc j'ai un rapport très conflictuel avec les acteurs professionnels. D'accord. Gabriel, tu avais une question? Oui, moi je voulais te demander comment est-ce qu'on fait pour transformer une écriture de livre en écriture de film, justement. En l'occurrence, c'était très facile parce que mon livre Entre les murs était un livre de dialogue. Et s'il y a bien un tronc commun entre le roman et le cinéma, c'est les dialogues. En fait, c'est ce qu'il y a de point commun. Donc on a quand même vachement transbahuté, en fait, transposé des dialogues du livre en dialogue de film. C'était pas très dur. Après, il y a eu quand même un tissage scénaristique qu'il n'y avait pas dans le film. Il y a une histoire qui s'avance un petit peu dans le film de Cantet, mais c'est Laurent Cantet qui a écrit cette histoire. Donc non, là vraiment c'était un travail d'adaptation très facile. J'ai un autre livre qui a été adapté, c'est par Keshish, Mektoub My Love. Là pour le coup il l'a fait tout seul et j'ai pas du tout participé. Mais là, il a fait... Ça, c'était de l'adaptation, au sens où il a complètement trahi le livre, parce que je pense que toute adaptation... T'as pas aimé l'adaptation ? Si, j'adore, et il a bien fait de me trahir. De toute façon, toute adaptation trahit. Donc autant assumer totalement de trahir. Et il a bien fait de le faire, puisque ça donne un des plus beaux films qu'on ait vu depuis longtemps, donc tout va bien. Marion. Et oui, j'avais une question par rapport justement au médium, aux moyens d'expression. Tu as aussi écrit du théâtre, des bandes dessinées, des essais, tu as fait de la fiction et du documentaire. Du coup, quand tu as une idée, quand tu as un message, une envie à transmettre, qu'est-ce qui se passe dans le choix du médium ? Qu'est-ce qui t'oriente vers un médium plus qu'un autre ? En fait, ça se passe plutôt dans l'autre sens, c'est-à-dire... C'est pas vraiment des idées et des messages qu'on a au début d'un film ou d'un livre, parce que moi je suis pas Christopher Nolan, donc je n'écris pas mes films en fonction, j'ai d'abord des idées puis après je vais essayer de les mettre en image. Non, c'est plutôt, en fait, ça serait plutôt des envies qu'on a qui tiennent à la... Je sais pas, comme un peintre par exemple, pour vraiment parler d'un art que je ne pratique pas mais que j'adore. Un peintre, il n'a pas des idées, il n'a pas un message, il dit tiens, j'aimerais bien faire un tableau, une nature morte où il y aurait des objets technologiques. Tu vois, voilà, ça c'est il va tenter, alors il va essayer de faire ça sur sa toile, quoi, et il voit si ça tient. Tiens, une nature morte comme on en faisait au XVIIe, sauf que ça serait plus un crâne, une pomme, un bout d'oiseau, et ça serait un écran télé, une table de mixage, des choses comme ça. Voilà, c'est un projet qui est pictural en fait. Je pense que les artistes, ils ont surtout des projets formels en fait. Faut pas oublier ça, ce qui n'empêche pas après de dire quelque chose. L'œuvre, elle va dire des choses, elle va quand même animer un certain nombre d'idées, elle va faire réfléchir le spectateur ou le lecteur, mais c'est pas des idées qu'on a au départ. Enfin, en tout cas, pas pour ce qui me concerne. Elsa. Moi j'avais une question par rapport aux acteurs non professionnels. Amateurs du moins. Comment c'est de travailler avec eux ? Est-ce qu'il y a une technique particulière ? D'abord, c'est beaucoup plus facile qu'il y a des acteurs professionnels parce qu'ils arrivent, ils ont beaucoup moins de tics, ils ont beaucoup moins d'attention, ils ont beaucoup moins d'envie de prendre toute la place. Et surtout, ils n'ont pas de ce que j'appelle le surmoi d'acteur, c'est-à-dire qu'ils s'en foutent en fait de jouer. Ils n'ont pas de carrière à défendre, ils n'ont rien à défendre. Un acteur, quand il joue, quand il est professionnel, il est toujours en train de vendre sa camelote. En fait, il est son propre produit. C'est-à-dire qu'il y a des marchands de chaussures qui vendent des chaussures, un acteur, il vend lui-même. Et il faut qu'il soit bon dans tel film pour être repéré par un autre, et du coup, sa valeur sur le marché va être... Faut quand même, c'est un problème aussi, ça. Ouais. Parce que ça induit un certain type de jeu. Après, il y a des acteurs modestes, quand même. Et les acteurs amateurs, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à faire, en fait. Tout est déjà fait, parce qu'ils n'ont pas... Il n'y a rien à enlever. Ils sont... Alors après, je pense que ce qui est bien, c'est de faire durer les prises, de faire des prises longues, de sorte que quelque chose comme un relâchement ait lieu pendant la prise. Méthode Keshish, justement. Méthode Keshish, méthode de tous les naturalistes, et méthode de Cantet aussi. Effectivement, on faisait des prises sur Entre les murs, on faisait des prises très longues, il est arrivé qu'on fasse des prises de 20 minutes, quoi. Et donc au bout du compte, il y avait quelque chose qui finissait par être totalement nature. Mais après, c'est aussi une question d'écriture. Le naturel, il faut bien écrire les dialogues pour qu'ils soient de nature. Et puis nous on laissait par exemple sur Entre les murs, on laissait une marge de manœuvre aussi au niveau du verbe aux acteurs, aux ados. Par exemple, moi souvent j'allais leur dire, non pas tu vas dire telle réplique, mais tu vas dire en gros ça. Voilà. T'as un moment là, le prof, faut que tu lui dises en gros ça, que je sais pas quoi, y a une phrase que tu comprends pas. Et donc on leur laissait un peu la marge de manœuvre sur le lexique. Pour une raison simple, c'est parce que les jeunes ils ont un lexique qui leur est propre, plus ou moins. Ouais. Et donc ça permettait d'avoir ce naturel-là, et puis ça leur laissait une certaine spontanéité, quoi. Comment vous avez trouvé justement les acteurs d'Entre les murs ? Cette classe, c'est une classe qui était telle quelle, ou vous avez sélectionné C'était des élèves d'un même collège, et on a fait un appel. En fait, on est venu un jour, on a fait le tour des classes de 3e et de 4e, et ceux que ça intéresse, venez mercredi, là, dans cette salle, on fera des essais, on s'amusera, on fera des petites scènes.
ceux qui veulent, quoi. Et il y en a, je sais pas, 30 ou 40 qui sont arrivés, et de mercredi en mercredi, on s'est retrouvés avec un petit casting de 24-25 qui faisait une classe, quoi. D'accord, une classe avec une énergie qui fonctionne particulièrement dans le film. Bah ouais, disons, tant qu'à aller chercher de la jeunesse, autant essayer de capter quelque chose de l'ordre de l'énergie débordante des adolescents, parfois, débordante pour le meilleur et pour le pire. C'était compliqué, non, oui, c'était parfois compliqué ce tournage, parce qu'on tourne l'été, il fait chaud, des fois on a fait des prises très longues, on était dans cette classe toute l'année. Bon, ils s'étaient déjà tapé une année scolaire, en plus, tout l'été, ils étaient en classe, en plus, ils se faisaient engueuler par un prof, donc de temps en temps, c'était le bordel, et moi, je me retrouvais à faire la discipline, comme j'avais fait quand j'étais enseignant, mais normal, quoi. Il n'y a pas eu de psychodrame, hein. Globalement, ça a été un tournage très heureux, parce qu'on a tourné très vite. On arrivait à mettre en boîte des trucs très très vite, c'était pas laborieux, on savait en plus qu'il y avait quelque chose qu'on était en train de faire qui coulait de source, quoi. C'était pas forcé. Après, le film, il a des défauts, hein. Moi, je pense pas du tout que ce soit un chef-d'œuvre, mais il avait au moins ça pour lui, je trouve, d'être assez fluide, quoi. Et les professeurs aussi sont de vrais professeurs. Oui, c'était des profs du collège. Qui étaient aussi de bons acteurs, sans pour autant avoir forcément une formation. Gabriel, oui. Oui, il y a quelque chose qui m'a justement surpris avec ce que tu as dit sur la jeunesse débordante des jeunes acteurs, c'est qu'en même temps, il y a une certaine vulnérabilité qu'on voit. Je pense notamment à la scène avec la jeune fille à la fin qui vient voir le professeur pour lui dire qu'elle a peur de rentrer dans une école. Donc comment est-ce qu'on fait pour pouvoir obtenir vraiment des prestations qui font aussi juste avec des acteurs qui sont... faut d'abord la vouloir, la justesse, en fait, parce que je pense qu'il y a énormément de gens qui font du cinéma et qui ne veulent pas la justesse. Il y en a même qui se piquent de pas jouer juste, de ne pas être dans le jeu naturaliste, comme ils se diront, avec un certain mépris. Bon, déjà, donc il faut la viser. Si vous la visez, d'abord, c'est une question d'œil et d'oreille, quoi. C'est quoi la justesse? C'est qu'il faut que ce qui se joue là ressemble au vrai, ressemble au réel. Et donc vous faites une première prise, puis vous corrigez au fur et à mesure. Tu vois, là, ça, par exemple, c'était une intonation un peu fausse. J'ai l'impression que ça, tu es un peu forcé, là. Voilà. Donc, on va la jouer un peu plus... C'est du boulot. Des fois, ça vient en première prise, hein. Puis des fois, ça prend 6 ou 7. Mais encore une fois, c'est beaucoup aussi une question d'écriture, une question de situation. Par exemple, cette situation dont tu parles, c'est une situation... comment dire ? Elle est juste elle-même, quoi. Ça peut arriver. D'abord, ça m'était arrivé, moi, comme prof. Donc, qu'une élève vient me voir et dire « j'ai rien compris de toute l'année ». Et je me souviens de mon embarras en disant quand je l'entends dire ça. Qu'est-ce que tu veux que je lui réponde, quoi? Non, si, t'as compris. Non, j'ai rien compris. Quand même. Et voilà. Et donc là, puisqu'on est dans une situation juste, alors normalement, il y a quelque chose de juste. Après, si vous inventez que des situations complètement fake et artificielles, ça jouera toujours mal, parce que on est dans des par exemple, vous envoyez des gens dans l'espace. Comment voulez-vous que Brad Pitt joue bien dans Ad Astra parce qu'il est obligé de nous simuler qu'il va sur un truc hyper loin qui est Vénus, je sais plus si c'est quoi, Neptune, Pluton. Mais c'est injouable. Allez, je dis ça avec l'immense... Alors c'est un des rares acteurs que j'adore, Brad Pitt, je le trouve génial dans le Tarantino par exemple. Mais ce qu'il a à jouer dans le Tarantino est beaucoup plus vrai que ce qu'il a à jouer dans Ad Astra. En plus il joue à vide, il est dans son casque là, mais c'est injouable en fait. Donc le pauvre, il peut faire que des grimaces, des mimiques, c'est que de la merde. Enfin je veux dire, le film est raté à cause de ça. Mettez les situations... Les acteurs dans des vraies situations. Et d'ailleurs, le mieux, c'est de mettre vraiment dans une vraie situation sur le tournage. C'est-à-dire que c'est pas mal de faire des trucs aux acteurs. Mais comment on peut faire des films de genre, alors? Mais moi, je suis pas très film de genre. Une des raisons pour lesquelles je suis pas... Il y a des films de genre que je trouve géniaux, mais globalement, je sais pas parce que je trouve que le cadre qui est posé par un film de genre est un cadre totalement artificiel. Et c'est pour ça qu'il est aimé par les gens. De toute façon, je pense que le monde des spectateurs se divise en deux. Soit vous allez au cinéma pour y voir le monde, soit vous allez au cinéma pour n'y pas voir le monde, pour voir autre chose que le monde. Je caricature un petit peu, mais je pense que c'est deux lignes de force qui sont assez opératoires, en fait, je pense. Quelqu'un qui aime des films de Christopher Nolan peut aussi aimer des films qui... Entre les murs, par exemple. Sauf que je constate que factuellement, il est très très rare de trouver un spectateur qui aimerait passionnellement les deux. Ah oui, passionnément, c'est pas si vrai, autant l'un que l'autre, oui, ça je ne sais pas. Gabriel. Et justement, pour parler de ton film autonome, est-ce que t'as pas l'impression de jouer quelque part sur la ligne? Parce que le cadre que tu nous montres, certes, existe, mais en contrepartie, c'est quelque chose qui est profondément autre pour, j'imagine, la majorité des spectateurs. Et également, il y a des parts aussi de fiction, puisqu'il y a un des personnages qui a été écrit.
Oui, parce que j'aime bien mêler le réel et la fiction, mais pour moi, oui, alors déjà, le réel, comment dire, ce que vous pouvez filmer peut être tout à fait étonnant et étrange, mais enfin, quelque chose de parfaitement réaliste peut être étrange, c'est ça que je veux dire. Ouais. D'ailleurs, pour moi, je considère que le réel est toujours étrange. Vous voyez, là, par exemple, j'ai une tasse devant moi, mais si vous la regardez longtemps, comme disait à peu près Flaubert, si vous la regardez pas longtemps, vous en faites usage, quoi. C'est une tasse. Si vous la regardez vraiment longtemps, je dirais c'est mystérieux quand même un objet, c'est étrange en fait, ça fout les boules en fait, le monde des objets, et tout est, regardez un nez longtemps, pas forcément un nez trop gros ou trop petit, un nez, ou une oreille, ou même des sourcils, vous voyez, tout est étrange en fait, et moi j'aime bien aller au cinéma pour qu'on me montre l'étrangeté du réel, quoi, comment le réel va pas de soi. Là c'est vrai que j'ai filmé des gens qui sont un tout petit peu en marge, pas tant que ça en fait, hein. C'est quand même des gens tout à fait accessibles, ils sont Mayenne, bon voilà, mais c'est vrai qu'ils ont des modes de vie. En revanche, ils sont à l'arrière, ils sont beaucoup plus réels, je trouve, que pas mal de gens qu'on trouverait dans la ville de Paris. Ils ont un contact avec le réel, parce que d'abord ils ont la main dans la terre, ils ont la main dans le cul des vaches, ils ont, dans le blé, dans la matière, hein. C'est des gens qui... Moi, quand je les regardais faire, quand je les filmais, je me disais, mais putain, mais moi, dans ma vie, moi qui adore la matière, qui adore le monde concret, au bout du compte, ma vie est très abstraite, elle est très dématérialisée, parce que je suis un intellectuel, citadin, je ne manie rien de mes mains dans la journée. On a un contact, nous autres, les citadins, enfin, je sais pas, mais je pense que vous êtes citadins aussi, matériellement, on est très déficitaire. C'est quand même bête, quoi. On pétrit pas beaucoup de pâtes, on touche pas beaucoup d'herbe, vous voyez ce que je veux dire. Donc là, j'ai filmé des gens qui étaient sans doute un peu barrés et un peu, comment dire, étant dans un mode de vie relativement minoritaire, mais parfaitement réel, quoi. Plus réel que moi. Elsa, je crois que justement, avait une question là-dessus. Oui, par rapport au fait que tu mélanges un peu la fiction et la réalité avec l'invention du personnage, qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce choix de mélanger les deux ? C'est plusieurs choses. D'abord, c'est un choix très rudimentaire. Enfin, je voulais qu'il y ait un homme comme ça, ou une créature comme ça dans le film, et je ne l'ai pas rencontré. Donc le documentaire, il est quand même un peu tributaire de ce qui déjà préexiste. Si ça n'existe pas, ça n'existe pas. Donc du coup, je me suis dit, ce qui est peut-être la première chose qui a fait que les êtres humains se sont mis à faire des fictions, c'était quand le réel manque, eh bien faisons des fictions pour le pallier, quoi. Et donc je l'ai inventé. En plus, j'avais un acteur sous la main avec qui j'avais déjà travaillé dans mon documentaire précédent, parce que j'avais déjà injecté un petit peu de fiction dans le documentaire précédent. Il est il me fait marrer. J'adore ce mec en fait. Donc c'est un personnage incroyable. Hein. Ouais. Oui, on a montré que le 10e de son talent, parce que, dans Autonome. Parce que Autonome, il y a du coup pour les auditeurs et spectateurs, il y a des séquences donc avec un personnage. Au tout début, on a un doute, on sait pas que c'est un personnage qui est fictif, et on le comprend. C'est vrai que moi, la séquence qui m'a fait vraiment douter, c'est il va voler une poule, et d'un coup il y a on voit, il est filmé depuis l'extérieur, aller voler cette poule, et d'un coup il y a un axe depuis l'intérieur du poulailler. Bien joué. Je me suis dit mais pourquoi, à quel moment? Ça, c'était un petit test pour cinéphiles. Parce que moi ça m'a perturbé. Je me suis dit mais ils avaient prévu, ils en ont parlé avec le fermier. Moi je me suis dit ils sont courageux parce que ils vont aller mettre la caméra dans le... ça serait bien. J'adorerais cette hypothèse-là, mais c'est pas vrai. En fait, on est hyper lâche, et c'est juste... Non, effectivement, ce contre-champ était fait pour indiquer aux spectateurs que commence à te méfier quand même un peu petit. Et il y a des indices qui arrivent par la suite qui sont c'est un personnage qui apporte aussi de l'humour dans ce, même si d'autres personnages en apportent aussi. Je pense aux deux papis avec leur montre, à la séquence où il y en a un qui est censé deviner si sous la photo se cache un homme ou une femme, et il dit que c'est une femme alors qu'en fait c'est lui-même. J'ai trouvé ça vraiment ça c'est tout du réel, ça. C'est lui qui a insisté pour me montrer son don, et j'ai dit très bien, filmé. Et ça a foiré. Mais justement, on voit, et c'est intéressant, que tu t'intéresses aussi à l'autonomie énergétique, je sais pas comment je pourrais l'appeler. Une sorte de spiritualité. Ouais, c'est ça, avec ces personnages-là, avec le magnétiseur, avec les chamans. Pourquoi tu voulais raconter aussi cette autonomie-là qui n'est pas seulement dans la vie, pas seulement produire ce qu'on va utiliser, mais aussi c'était un petit peu le coup de force du film, quoi. Il y a des tranches dans le film, mais j'assume cette étrangeté, parce que je voulais pas faire un film scolaire, quoi. On passe en revue l'autonomie telle qu'on la connaît déjà. Puis il y a tellement de films déjà qui font ça très bien. Donc moi, oui, j'avais envie de donner un peu plus d'ampleur à la notion d'autonomie, aller vers des trucs plus improbables, effectivement spirituels et autres. Mais c'est vrai que pour moi, les types qui, dans la dernière séquence, font cette hutte de sudation, ça s'appelle comme ça, et donc passent toute la journée à se préparer, puis à entrer dans la hutte, puis à en sortir.
Pour moi, à ce moment-là, ils inventent une petite poche autonome, avec une espèce de petit royaume qui fait 50 mètres carrés, mais où il y a des règles qui ne sont pas les règles ordinaires de nos vies. Et donc à ce titre-là, ils sont comme les enfants qui sont en train d'inventer des jeux aussi. Il y a un truc comme ça, quand des enfants se mettent dans une forêt et inventent leur propre rôle, ils sont en train d'inventer une espèce de règles autonomes qui ne sont pas les règles imposées par les parents, par l'école, etc. Donc je voulais qu'il y ait un peu de ça. Et après, c'est vrai que si tu prends... Il y a un lien quand même avec l'autonomie économique, parce que s'il était vrai qu'on peut se soigner de cette façon-là, par exemple en faisant une hutte pour se purger, mais aussi en allant voir un énergéticien, un magnétiseur, un rebouteux, enfin il y a plein de noms, quand on souffre d'un cancer, puisqu'il y a une femme notamment, je ne l'ai pas dit, mais c'est ça sa maladie, eh bien, comment dire, ça permettrait d'étendre le domaine de la gratuité, parce que c'est ça en fait le fin mot de l'autonomie, c'est comment dire, qu'il y ait un peu moins de marchandisation des échanges, enfin en tout cas d'échanges marchands, et un peu plus d'échanges gratuits. C'est ça en fait. Quand vous grignotez des bouts d'autonomie, c'est parce que vous avez réussi à obtenir un peu de gratuité dans vos échanges. Moi, par exemple, pour moi, le modèle de l'autonomie, en fait, bêtement, j'ai failli mettre ça dans le film, mais ça aurait été un peu improbable, c'est un groupe d'amis. Moi, j'aime bien les groupes d'amis pour ça. Ouais, les groupes d'amis, c'est toujours anarchiste. Parce que quand je fais rire un ami, je le ferai gratuitement. Et quand un ami me donne un conseil, il me le fait gratuitement. Et quand un ami m'apprend quelque chose, parce qu'on apprend beaucoup de ses amis, tout le temps. Par exemple, un ami me dit « Ouais, tu devrais écouter tel groupe », eh ben, il le fait gratuitement. Donc, il faut partir, en fait, il faut refonder, pour moi, toute la société politiquement à partir de ce que c'est qu'un groupe d'amis. C'est intéressant comme vision, Elsa. Mais dans le film, on sent beaucoup de solidarité entre ces gens qui vivent en autonomie parce qu'ils ont besoin de cette solidarité quelque part, ils peuvent pas être dépendants entièrement. Et du coup, est-ce que toi, comment tu l'as ressenti toi cette solidarité sur le film? Est-ce que même il y a eu de la solidarité envers l'équipe du film aussi par rapport à la fabrication ou... C'est des gens qui ont la solidarité chevillée au corps, c'est-à-dire qu'en fait, mais parce que c'est en fait, comme tu l'as très bien vu, si tu commences à te demander comment être autonome à la campagne, par exemple, c'est un film rural, très très vite tu as besoin des autres, parce qu'il y a des trucs que tu as et que les autres n'ont pas, donc tu peux les échanger, et puis parfois il faut être plusieurs pour assumer un certain nombre de travaux qui demandent des bras, qui demandent des jambes, donc il y a du monde. Donc c'est des gens, moi je me suis fait la remarque en les fréquentant, en les filmant, et voilà, je me disais, mais en fait dans une journée, ils voient sans doute moins de gens que moi, parce que moi, dans une journée, je vois plein de gens. Je prends le métro, je vois 600 personnes, je vais dans la rue, je vois 1000 personnes, etc. En revanche, ils parlent avec beaucoup plus de gens que moi. En tout cas, moi, dans ma journée ordinaire, surtout que moi, je travaille chez moi maintenant, donc j'ai pas de... Tu vois, donc, en fait, ils sont hyper socialisés, d'une certaine manière. Simplement, c'est une sociabilité choisie. Ils ont choisi ça. Nous, en fait, le problème des êtres humains, je pense beaucoup, ce qui nous rend un peu malades et ce qui nous pousse à prendre des antidépresseurs et des conneries, c'est qu'on a des sociabilités imposées. Par exemple, quand vous allez à un lieu de travail, vous allez fréquenter toute la journée les gens que vous n'avez pas choisis. Alors, ça peut bien se passer. Il y a des heureux hasards. Ah tiens, finalement, mes collègues sont sympas. Statistiquement, ça se passe jamais vraiment bien, en fait. Parce que vous vous retrouvez dans un open space où vous êtes 30, ça serait quand même étonnant que les 30 ce soit super. Donc forcément, il va y avoir de la merde. Forcément, il va y avoir des jalousies, des inimitiés, des coups de pute, des machins. Et c'est ça qui nous rend dingue. Eux, c'est des gens qui choisissent leur sociabilité. Ce que je trouve quand même un beau, une belle perspective pour le bonheur, quoi. Et plus sain, peut-être. Oui. Gabriel. Oui, moi je vois qu'il y a vraiment un accent qui est mis sur les solidarités entre les personnages, mais on sent quand même dans le film quand même une certaine forme de précarité chez les personnages qui sont présentés. Je pense à celle qui tient le bar, etc. Est-ce que il n'y a pas un... Est-ce que c'est à valeur de mise en garde ou c'est parce que c'est ce que tu as trouvé en faisant le film et donc du coup tu t'es dit qu'il fallait lui mettre? Est-ce que c'est pour dire aux urbains qui voudraient partir, les gars, c'est pas si facile quand même? Ouais, de toute façon, c'est pas facile. Et personne ne dirait que c'est facile. Et d'ailleurs, l'autonomie est inaccessible. La vraie, la pure, l'absolue. Même mon homme des bois n'est pas autonome, il n'est pas isolé, il fait du troc, enfin voilà, et même sexuellement, il a quelques besoins. C'est très drôle d'ailleurs, cette séquence-là. Mais tu l'as bien vu, souvent c'est des gens qui ont adopté ce modèle parce que précisément ils étaient précaires avant, ils n'avaient pas des conditions de vie satisfaisantes en ville, mais c'est vrai que signer avec l'autonomie, signer pour ce mode de vie, c'est signer avec la précarité. Moi je vais le dire même plus radicalement que toi, c'est signer avec la pauvreté. C'est-à-dire qu'il faut quand même se faire à l'idée, et ça vaudrait à mon avis pour toute l'humanité, qu'il faudrait vivre avec beaucoup moins. Il faudrait vivre plus sobrement, il faudrait vivre plus pauvrement, avec moins d'objets, consommer moins, peut-être manger moins. On mange beaucoup trop. On a beaucoup trop d'objets autour de nous. D'ailleurs,
on n'en fait même pas usage tellement on en a. Ouais, faut aller vers du moins. Moi, je suis un grand décroissant, c'est sûr. D'abord parce que ça me paraît un salut, enfin une nécessité absolue. Mais en plus parce que c'est mieux, c'est beaucoup mieux de vivre pauvrement, de se concentrer sur ce qu'on a. Donc cette pauvreté, cette relative pauvreté, parce que ça va, ils bouffent, hein, ça va très bien, ils bouffent beaucoup mieux que pas mal d'entre nous en ville. Mais c'est ça le point. J'ai revu le film récemment, parce que je ne l'ai pas vu depuis longtemps, je me disais, mais en fait j'aurais pu l'appeler tout aussi bien, je sais pas, les pauvres, ou la pauvreté. Parce que j'aime bien la notion de pauvreté du moment qu'elle est choisie. Ce qui est pas beau, c'est la pauvreté subie. Ça s'appelle la misère, et c'est dégueulasse. Mais le peu, voilà, c'est des gens qui vivent de peu. C'est une forme de sobriété. Et tout à fait, et ils m'ont pas eu l'air d'être si malheureux. Voilà, c'est ça peut-être un peu la leçon du film. Marion. Moi j'ai une question concernant le tournage et la mise en scène, en tout cas la façon dont tu l'es filmé. La majorité du film, souvent des cadres posés, stables, assez longs. Et en fait on se concentre vraiment sur leurs paroles, en plus ils sont souvent au centre de l'écran. Et je me demandais si tu avais d'abord du coup noué une relation de confiance avec eux, si tu étais resté d'abord avec eux sans filmer, ou si tu avais constamment ta caméra d'allumée et que tu saisissais en fait des bribes de leurs paroles. Non, en documentaire, c'est vrai qu'en général, il faut quand même un petit temps d'amitié, d'acclimatation. Donc je suis passé les voir, je les ai rencontrés, ils m'ont reçu, et puis de fil en aiguille, eh bien, il m'a pas fallu 6 mois pour ça, mais quand même, on a calé, quoi. On a dit, ce jour-là, on viendra avec une caméra, vous êtes prêts, c'est bon, ça va aller. Bon, faut être très délicat quand on filme. C'est un art très délicat, le documentaire. Je trouve ça très émouvant, en fait. Mais il y en a qu'un, en fait, qui est vraiment, on s'est lancé en aveugle, c'est le magnétiseur, en fait. Lui, je l'ai rencontré parce qu'aucun guérisseur ne voulait être filmé en Mayenne. Il y en a plein en Mayenne, mais il ne voulait pas être filmé. Pourquoi ? Parce que c'est des pratiques un peu occultes, ésotériques, un peu clandestines, enfin... Et je comprends, puis c'est compliqué pour les patients aussi, quoi, évidemment. Mais il y en a un que j'ai réussi à contacter par mail ou je sais plus quoi, parce qu'on me l'avait conseillé, on me l'avait recommandé. Il m'a répondu tout de suite et il m'a dit, ouais, moi je te prépare une journée, il n'y a pas de problème, je t'emmènerai, je soigne une vache, je soigne un poney, je soigne un chat, je soigne des gens, tu me suis. Donc là, je l'ai découvert le matin, on a posé la caméra, puis on a fait toute la journée avec lui, puis on a tiré 2 scènes. Voilà. Sur le filmage, ouais, c'est important de... Il y a 2 choses. Toutes les scènes avec le personnage fictionnel sont des scènes qui simulent un reportage, donc caméra épaule. Toutes les autres, la caméra est sur pied, toujours. Ça, c'était un parti pris. On voulait pas du tout. On voulait vraiment bien cadrer, parce qu'il n'y a pas de raison. Le documentaire, ça ne veut pas dire qu'on cadre comme des porcs, quoi, au contraire. Et donc, il fallait prendre le temps. Et après, finalement, il y a la durée des plans. Ça, je pense que c'est quand même le grand enjeu dans le cinéma. Hein. Je veux dire, soit vous décidez de faire des plans pour qu'on puisse rien voir. Donc dans ce cas-là, vous faites succéder 4 plans en 1 seconde, ce qui peut arriver au cinéma. Soit vous prenez un peu votre temps et vous dites, tiens, je vais prendre le temps de regarder et de laisser la chance aux spectateurs de voir des choses, Et ce qu'on voit, quand on sort d'un film, il faut se demander, mais qu'est-ce qu'on y a vu ? Et moi, je trouve qu'on fait de plus en plus de films pour qu'on n'y voit rien. Et ça m'embête. Alors moi, quand je prends la caméra, enfin mon cadreur, on essaie de prendre le temps de voir. De voir ceux que vous interviewez et justement aussi vous intéresser à, j'y avais pas pensé, à l'autonomie qui date qui est plus ancienne, celle de Bonnes Sœurs par exemple, qui font des cierges et c'est intéressant parce que ça montre que aujourd'hui, déjà première question, est-ce qu'aujourd'hui tu as l'impression qu'il y a beaucoup plus de personnes qui sont en quête d'autonomie qu'avant, et justement ces Bonnes Sœurs montrent que ça existait avant, mais est-ce qu'aujourd'hui il y a un essor Oui, je pense qu'il y a eu... En fait, l'idée de l'autonomie existe depuis 200 ans, et même bien avant, mais et peut-être inventée par le monachisme, c'est-à-dire la vie monacale. Mais il y a eu une grande vague, évidemment, post-68, comme tu sais, qui s'est refermée. Après, il y a eu vraiment... l'idée était plus très à la mode dans les années 80-90, et puis là, c'est revenu avec notamment la conscience écologique aiguë, avec quand même une accélération de la détérioration de nos vies et du vivant. Donc là, oui, je crois qu'il y a quand même un mouvement, alors je dirais pas massif, parce qu'il n'est pas majoritaire, mais c'est pas rien, le nombre de personnes qui commencent à réfléchir à comment ils pourraient se barrer des villes, parce qu'ils veulent pas que leurs enfants avalent des particules fines, et parce que tout simplement ils peuvent pas se loger, ou parce que tout simplement il n'y a pas de boulot. S'il n'y a pas de boulot en ville, dans ce cas-là, essayez d'aller trouver de l'autonomie à la campagne, quoi. Il n'y a plus de boulot pour vous nourrir, nourrissez-vous vous-même, hein.
C'est un peu ça l'idée quand même au départ aussi. Et on voit que ça touche aussi les jeunes. Il y a une bande de jeunes amis de la fac ou quelque chose comme ça. Donc on a des amis qu'on retrouve. Tu nous parlais de ça lié à l'amitié. Donc on voit qu'il y a des familles, il y a des jeunes. Pour toi, c'est quand même un mouvement qui aujourd'hui en tout cas se crée plutôt au niveau des jeunes, ou vraiment ça peut être pour n'importe qui. Je pense que ça peut être pour n'importe qui, mais c'est quand même beaucoup pour les jeunes, parce que moi souvent dans les salles là où je vais là en ce moment, on me demande souvent, mais toi tu vas faire pareil? Et moi je dis j'ai 49 ans les amis, et je sens le poids des ans quand même. Je suis pas complètement grabataire encore, mais il faut quand même avoir une putain d'énergie pour y aller quoi. Parce que de fait on va signer avec une certaine précarité, une certaine pauvreté, et il faut l'affronter la pauvreté. Ça veut dire avoir froid de temps en temps, ça veut dire essuyer les saisons, ça veut dire avoir mal au dos parce que le travail agricole fait mal au dos, ou il faut une putain d'énergie pour être Caroline, celle qui tient le café là, le café associatif. Et d'ailleurs c'est un petit peu ce qu'on a essayé de faire au montage, de voir comment elle est la femme à tout faire quoi. Il y a un spot à réparer, c'est elle, il faut créer un peu d'ambiance, que les gens dansent pas assez, elle se met à danser, elle va servir un demi, après elle va s'occuper des enfants qui sont là, après le lendemain il y a une clown, c'est elle qui va s'occuper quand même d'organiser le premier rang parce qu'ils sont un peu intrusifs. Enfin donc faut une putain d'énergie, et donc à ce titre là je pense c'est plutôt des jeunes gens, des vingtenaires. Et je suis très surpris d'ailleurs là dans les salles où je vais, parce que je fais vraiment beaucoup de salles en province là. J'ai jamais eu ça en tout cas dans le parc de salles d'arrêt-essai, où en général quand même on se plaint beaucoup d'avoir quand même beaucoup de cinquantenaires, de sexagénaires et de septuagénaires. Enfin on s'en plaint, ils ont le droit d'exister, d'ailleurs j'en suis bientôt, mais c'est toujours mauvais signe quand quelque chose n'est pratiqué que par des gens d'au-delà de 50 ans. Là j'ai un nombre de jeunes incroyable, donc je pense que c'est peut-être des gens qui peuvent me connaître parce que, suite à certains livres que j'ai pu écrire, mais je crois qu'il y a quand même tout un tas de jeunes gens qui sont très, très, très intéressés à pas aller s'emmerder sur le marché du travail tel qu'on leur propose. Ça, il me semble. Enfin, après, vous connaissez mieux cette génération que moi. Je ne sais pas si c'est présent chez vous, si vous avez des potes qui sont comme ça, mais moi, c'est très frappant quand même. Comment ils veulent pas y aller, quoi. Et moi, je trouve qu'ils ont plutôt une bonne intuition, parce que je vois pas beaucoup de destins désirables dans l'offre professionnelle actuelle. Mais peut-être que faire des podcasts de cinéma, voilà. Ça, c'est là-dessus. On est sur la bonne voie. Qu'on surfe à peu près. Marion, est-ce que tu avais une autre question? Oui, je pensais aussi, est-ce que tu aimerais refaire des rôles, rejouer à nouveau? Moi, j'ai un peu joué ici ou là, comme ça, pour dépanner, y compris dans les films que j'ai coécrits, une scène par ici. J'ai joué aussi au théâtre, j'ai joué dans une de mes pièces. Donc, quand ça se présente, qu'on me le demande, oui, j'aime bien jouer, moi. Parce qu'en plus, je n'ai pas de surmoi d'acteur, comme je disais tout à l'heure. Donc, je joue toujours avec plaisir, du moment que ce soit pas trop débile, quand même, ce qu'on me demande. Mais oui, même gratuitement, mais je ferais ça comme si on me proposait d'aller faire un footing ou d'aller boire une bière en terrasse, quoi. Gabriel. Oui, à entendre un peu ce que tu dis, etc., je me demande toujours s'il n'y a pas une part d'idéalisation, parce que on associe beaucoup le réel et la réalité par opposition à une sorte de virtuel et d'urbain, mais est-ce que c'est pas est-ce qu'il n'y a pas un rêve qui tu vends qui est quand même opposé à la réalité? Comment est-ce que tu peux t'assurer que tu ne projettes pas un fantasme sur le film que tu montres, quoi? Non, il y a quelque chose qui est très juste dans ce que tu dis, et ça me permet de préciser. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, il y a une certaine idée de dire, il y a une phrase très connue alors je sais jamais si elle est de Pétain ou de Charles Maurras, qui est un grand penseur d'extrême droite, et qui je pourrais pas aider là-dessus. Non, mais les auditeurs iront vérifier très vite. C'est la terre, elle ne ment pas. Et c'était vraiment l'idée que dans la ville, c'est le monde de la corruption, et les vrais paysans, eux, c'est les vrais Français. Ils ont un ancrage territorial identitaire qui fait qu'au moins ils sont équilibrés et sereins, et que vive la campagne et à bas la ville, parce que la ville en plus c'était mouvement ouvrier, contestataire, etc. Donc je suis complètement d'accord, il ne faut pas tomber dans le cliché de nous on serait des dégénérés citadins, et les ruraux seraient des gens. Les ruraux, c'est aussi parfois des agriculteurs productivistes conventionnels encartés à la FNSEA, qui est un syndicat de salopards, et qui balance des pesticides partout, et qui a d'ailleurs nombre de rapports à la terre qui est maintenant inexistant. Tout est technologisé, tout est bon. Ils ont complètement perdu la paysannerie. Donc évidemment, il faut très très vite évacuer ces clichés-là. Après, il est bien vrai quand même que reste un truc concret, c'est ce que je disais par exemple tout à l'heure. Sylvain et Laetitia, là, le couple que je filme plutôt au début du film,
ils ont un rapport à la matière beaucoup plus intense que le mien. Voilà, ça c'est vrai, tu vois. Si on est concret, on peut le dire. En fait, il faut se méfier des grandes généralités symboliques à la con, du genre la ville dégénérée, la campagne ressourçante. Mais quand tu prends dans le concret, dire mais ouais, c'est vrai, moi, quand même, j'ai un déficit de matière dans ma vie. Ça c'est vrai. Voilà. Et est-ce que les acteurs, les acteurs, je sais pas s'il faut les appeler les acteurs, mais en tout cas ceux qu'on voit dans le film ont vu le résultat? Ouais, bah, le premier truc qu'on fait, c'est d'abord leur envoyer le montage pour qu'ils le valident, parce que ça me paraît la moindre des choses. Quand ces gens-là vous donnent gratuitement quelque chose aussi. Hein. Ça aussi, c'est un échange gratuit. C'est beau le documentaire pour ça. Il n'y a pas de contrat, quoi. Bon, tout repose sur l'amitié. Et sur la confiance et la délicatesse. Donc à la moindre des délicatesses, c'est de leur envoyer le multimontage. J'ai envoyé, ils ont tous validé, et après on a fait la première projection qu'on a faite, mais c'était avant le confinement, parce que le film devait sortir en avril au départ, puis après voilà. Parce que c'était en février, et c'était dans la ville de Mayenne, parce qu'en Mayenne, il y a une ville qui s'appelle Mayenne, et on les a rassemblés dans la salle, voilà, c'était spécialement pour eux, et oui, je n'ai pas senti que l'ambiance était inamicale. Et ils sont découverts les uns les autres aussi, comme ça, parce que je me certains, ouais, parce qu'ils se connaissent pas effectivement. Ouais. Certains se connaissaient quand même vaguement, en tout cas de réputation, mais oui, et donc ça crée une certaine, il y avait plutôt une chaude ambiance ce soir-là. Ok, bon bah très bien. On recommande en tout cas à nos auditeurs et spectateurs d'aller voir Autonome en salle de cinéma. J'ai une dernière question d'ailleurs pour toi. On en parlait un peu là. Si tu devais donner un conseil à un jeune aujourd'hui, bien que je sais pas si ce sera très très optimiste comme conseil, mais qu'est-ce que tu pourrais donner pour Ouais, je me sens tellement vieux quand tu me poses cette question. Quel conseil tu donnerais à un jeune Un très jeune. Non, mais moi je pense que quand j'avais 20 ans, j'aurais pas aimé qu'un mec de 50 ans me donne des conseils. En revanche, ce que je peux dire, mais je le dirais aussi à des gens de 50 et de 60, je dirais... sois vigilant sur la nécessité de garder dans ta journée des moments où tu penses, voilà. Parce que je pense que tout est fait pour nous capturer le cerveau là, et donc faut prendre le temps de penser, ça c'est important. Bon bah c'est un très beau message de fin, merci d'avoir accepté notre invitation. Donc je rappelle qu'Autonome est actuellement en salle, vous pouvez foncer découvrir ce documentaire qu'on vous conseille chaudement. C'est la fin de cet épisode, merci à vous tous de l'avoir suivi, merci à tous nos clapeurs du jour. Merci à Pierre-Emmanuel Guillaume de chez Sunday Night Productions qui produisent Clapement 5. N'oubliez pas de liker le podcast et de le partager au maximum. Et vous pouvez dès maintenant vous abonner à la chaîne YouTube Clapement 5 Podcast pour découvrir tous ces épisodes en version filmée. Rendez-vous vendredi pour un épisode de Dilemme Impossible. Nous allons devoir décider qui est la meilleure actrice française aujourd'hui. Et ça va être compliqué. Donc pour avoir la réponse, rendez-vous vendredi. D'ici là, allez au cinéma.